Bon, nous allons commencer cette matinale donc, du DRAPS qui est organisée par l'IREPS Occitanie. Donc, moi, je suis Cécile Benoît, je suis référente territoriale pour l'IREPS Occitanie, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, donc d'Occitanie, donc où je suis référente de la Haute-Garonne. Bienvenue à tout le monde. L'IREPS porte le DRAPS, ce dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, qui est piloté par l'ARS Occitanie. C'est dans le cadre du DRAPS donc, que nous proposons ces matinales de la recherche, dont le but est de mettre en lien des chercheurs et des professionnels de terrain pour partager des connaissances, des données scientifiques et des données de l'expérience. L'objectif principal, c'est d'améliorer les pratiques en promotion de la santé et de réduire les inégalités sociales de santé. Donc, le DRAPS, c'est un dispositif pour s'informer, se former, échanger autour d'actions en prévention et promotion de la santé sur tous les départements de la région Occitanie. Alors, c'est vrai que nous avons pris l'habitude maintenant de proposer ces matinales en visioconférence, ce qui permet au plus grand nombre de se connecter. Au départ, voilà, ces matinales avaient lieu en présentiel, voilà, autour d'un moment convivial, d'un petit déjeuner pour la plupart du temps. Voilà, bienvenue à tous. On a vu que dans les inscrits, il y avait des gens d'un peu toute la région et même hors région Occitanie. Donc, on est content que le message se diffuse et l'intérêt que vous portez à cette étude et à la question de l'obésité infantile. Donc, ces matinales de la recherche voilà, vont favoriser les échanges, bien sûr, mais sont là aussi, comme le DRAPS, pour renforcer les compétences des acteurs et valoriser les projets locaux et régionaux. C'est le cas de l'étude EpiPois qui va être présentée par le docteur Jouret, puisque le docteur Jouret est pédiatre à l'hôpital des enfants de Toulouse. Et puis, ça permet aussi d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle pour éventuellement pouvoir mettre en pratique dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vous disais, c'est le docteur Béatrice Jouret, pédiatre à l'hôpital des enfants, qui va présenter l'étude EpiPois. Et puis, donc, je vais animer cette matinale avec le soutien technique de mes deux collègues, Guillaume, chargé de communication à l'IREPS, et Marie Donus, coordinatrice du DRAPS, qui vont se charger de synthétiser les questions que vous pourrez poser dans le chat, puisque donc, le docteur Jouret va présenter l'étude EpiPois, donc, qui est une étude épidémiologique de prévention de l'obésité infantile pendant 1 heure, et puis vous aurez une demi-heure d'échange avec le docteur Jouret pour poser les questions, enfin, dont je ferai le relais. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat tout au long de la présentation du docteur Jouret, et dans la dernière demi-heure, nous lui poserons vos questions. Alors, quelques éléments de contexte, alors de contexte général et puis de contexte plus local en Occitanie. Alors, le surpoids et l'obésité sont définis par l'OMS comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une fois qu'on a dit ça, voilà, le docteur Jouret vous définira plus précisément de quoi on parle, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les enfants en surpoids et obèses risquent de rester obèses une fois adultes, d'où l'intérêt de détecter le plus tôt possible pour agir rapidement et pas laisser s'installer la question du surpoids et de l'obésité.
Et on sait aussi que le surpoids et l'obésité sont un des marqueurs des inégalités sociales de santé les plus objectivés. Alors, c'est vrai qu'en promotion de la santé, un de nos objectifs, c'est de réduire ces inégalités sociales et territoriales de santé, agir sur la question du surpoids et de l'obésité. C'est donc important et tous les plans de santé s'occupent de cette question de l'obésité infantile. Vous pouvez relire le PRS Occitanie, où bien sûr cette question est abordée. Et d'ailleurs, voilà, les éléments les plus récents que l'on a datent d'ailleurs un petit peu, mais en 2013, on sait que 12% des élèves de grande section de maternelle étaient en surcharge pondérale, donc 3,5% en situation d'obésité. Donc ça, c'est au niveau national. Et en Occitanie Ouest, l'étude Infiscol avait en 2017-2018 donné des données plus locales. En Midi-Pyrénées, 9% des enfants de grande section de maternelle étaient en surcharge pondérale. Donc, vous voyez, un peu en dessous de la moyenne nationale, mais bon, avec... c'est pas tout à fait à la même époque, c'est 5 ans plus tard, donc je ne sais pas si on peut vraiment comparer. Le docteur Jouret peut-être nous dira ce qu'il en est. Et 16% des élèves de 6e étaient en surcharge pondérale. Donc, vous voyez, une augmentation entre les enfants de grande section, de maternelle, et ceux qu'on retrouve ensuite au collège. Voilà pour ces quelques données, mais bon, le docteur Jouret va développer cette question. Donc, je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une bonne matinale. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli pour parler de cette étude épipois. Ça m'a fait un petit peu drôle parce que vous allez voir, c'est une étude qui commence à dater. Mais j'ai été finalement très heureuse de revenir sur cette étude ancienne qui finalement reste très actuelle dans les messages qu'elle transmet. Donc, je vais partager mon écran. Là. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Oui, Donc, très bien. Voilà. Donc, cette étude, alors attendez, je vais juste bouger les voilà. Cette étude s'intitule donc étude épipois. Donc, j'avais ajouté l'importance d'une prévention précoce et coordonnée. On verra cette importance au cours du diaporama. Et donc, épipois qui veut dire étude épidémiologique et de prévention de l'obésité infantile. Donc, c'est une étude, je l'ai mis, qui a été démarrée en 2002, donc sur 18 mois, entre 2002 et 2004. Donc, cette étude épipois a donné lieu à 2 publications, donc je vous ai marqué. Et voilà, ça passe. Et donc, le contexte de cette étude, c'est en fait parti d'une observation. Déjà, il y avait peu d'études de prévention de l'obésité infantile qui étaient réalisées chez les moins de 6 ans au début des années 2000. Et en Midi-Pyrénées, 2 études avaient été faites en 91-92 et 97-98 qui avaient montré que la prévalence de l'obésité était de 3% chez les enfants âgés de 3-4 ans et passait à 12% chez les enfants âgés de 7-12 ans. Donc, on se rendait compte qu'il y avait un facteur multiplicatif de 4 et donc on se disait que s'il fallait agir, il fallait agir justement entre 3-4 ans et 6-7 ans. Donc, c'est là qu'on s'était dit que cette étude épipois devait avoir lieu de façon précoce dans les écoles maternelles. Si j'ai essayé de regarder à peu près le contexte actuel, mais on vous l'a présenté. Hein, donc, en Haute-Garonne, ça a été repris en 2007-2008 donc par les médecins de PMI. La fréquence du surpoids, obésité incluse, était à 3-4 ans de 8,4% et celle de l'obésité de 1,8%. Et un peu plus tard, en 2008-2009, elle était respectivement de 8,4% surpoids, obésité incluse et de 1,6%. En France, si on regardait de façon plus générale, en 2000-2001, on avait 13,9% des enfants, donc ça c'est ce qu'on vous a présenté, en grande section de maternelle qui présentaient un surpoids, donc 3,8% en situation d'obésité. Et en 2013, donc ça c'était les études de l'adresse, on se retrouvait effectivement, ce qu'on vous a dit, à 12%, tout ce qui était surcharge pondérale et 3,5% en situation d'obésité.
Donc, on va revenir à cette étude épipois, comment elle est née. Donc, c'est le professeur Taubert qui est professeur dans le service de l'unité d'endocrinologie à l'hôpital des enfants, qui avait fait cette constatation et qui a initié cette étude. Mais ça a été tout un long travail de partenariat, et donc j'insiste sur le côté concerté et le fait de travailler ensemble avec l'unité INSERM où on a construit cette étude épidémiologique. C'était l'unité 558 qui était dirigée à ce moment-là par le docteur Hélène Grandjean. Il y avait aussi l'association ACOMIP, qui était l'association de prise en charge concertée des obésités à Midi-Pyrénées, le Conseil général de la Haute-Garonne, qui regroupait bien sûr la protection maternelle infantile et l'éducation nationale, avec l'inspection académique et les équipes pédagogiques des écoles maternelles, mais aussi les médecins de santé scolaire. Également la CPM de la Haute-Garonne, avec qui on a travaillé, qui nous a aidé à faire des outils. L'URCAM Midi-Pyrénées, qui a financé cette étude, avait le fax à l'époque. Et en fait, bien sûr, les médecins généralistes et les pédiatres, puisque c'est vers eux qu'on dirigeait les enfants quand on les dépistait. Donc, c'est une étude donc, qui est née d'un groupe de travail multidisciplinaire avec une collaboration très resserrée entre l'hôpital, l'INSERM, les médecins de PMI et la médecine scolaire, donc qui a pris quand même du temps de préparation. Et donc, c'est une étude de prévention primaire et secondaire qui a été menée sur 18 mois, qui a débuté fin 2002. C'était sur les enfants donc, de 3-4 ans, donc on les avait pris en petite section de maternelle, et donc qui étaient issus d'écoles maternelles de la Haute-Garonne. Les objectifs de cette étude, c'était de dépister et prendre en charge les jeunes enfants en surpoids et à risque de le devenir, dans le but de diminuer bien sûr cette prévalence du surpoids à 5-6 ans, de faire que ça n'ait pas ce facteur multiplicatif. C'était aussi évaluer les facteurs de risque qui étaient associés au surpoids ainsi qu'à l'hygiène de vie chez ces enfants âgés de 3-4 ans, mais aussi c'est de pouvoir mener des interventions éducatives auprès des enfants et des familles et d'évaluer l'efficacité de ces interventions dans les écoles maternelles. Et enfin, c'était aussi former les médecins généralistes, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants étaient dirigés vers les médecins dès qu'on les dépistait à risque ou en surpoids ou obésité. Donc, le protocole de cette étude, il y avait 3 groupes. Le groupe 1 qui était le groupe de dépistage et de prise en charge, où les enfants avaient un examen médical, où on les pesait, les mesurait, on traçait leur courbe d'IMC. On orientait les enfants dépistés vers leur médecin traitant pour la prise en charge de leur surpoids ou du risque de le devenir. On relevait aussi les antécédents médicaux et familiaux et personnels. Je vais vous dire plus tard ce qu'on demandait. On leur proposait un carnet d'enquête alimentaire sur 3 jours, un week-end et un jour d'école, et un questionnaire d'activités sportives et de temps passé devant les écrans. Le groupe 2 avait exactement le même protocole, sauf qu'en plus, il y avait l'éducation, c'est-à-dire qu'il y avait des interventions éducatives qui étaient faites par un groupe qui était formé avec nous à l'hôpital des enfants, donc qui comprenait diététicienne, éducatrice jeunes enfants. On distribuait des plaquettes d'information aux familles concernant la prévalence et la morbidité liée à l'obésité, une plaquette sur l'alimentation équilibrée, une plaquette sur l'intérêt de pratiquer de l'activité physique régulièrement. Et enfin, il y avait un 3e groupe qui était le groupe témoin, où on recueillait uniquement le poids, la taille et on calculait l'IMC, on traçait les courbes, par les médecins de PMI à l'âge de 3-4 ans et par les médecins scolaires à l'âge de 5-6 ans. Donc le 3e groupe n'avait aucune intervention, c'était un groupe qu'on avait fait en parallèle justement pour pouvoir comparer justement les effets du groupe 1 et du groupe 2. Donc là, je vous ai remis un schéma de l'étude. Vous voyez qu'on avait recruté 79 écoles maternelles de la Haute-Garonne, qu'on avait randomisées en 2 groupes. Le groupe EpiPois 1 qui comportait dépistage et prise en charge, le groupe EpiPois 2 qui comportait dépistage, prise en charge et en plus les interventions éducatives. Avant, bien sûr, et après intervention, il y avait bien sûr la mesure du poids, de la taille, les calculs de l'IMC, le traçage des courbes, le recueil des habitudes alimentaires, l'activité physique et la télévision, et les évaluations des connaissances des enfants et des parents. En parallèle, on avait mis en place un groupe témoin qui était tiré au sort également, qui comportait 39 écoles maternelles de la Haute-Garonne, où il n'y avait aucune intervention, c'était juste un recueil rétrospectif du poids, de la taille et de l'IMC chez les enfants à 3-4 ans et à 5-6 ans.
Donc là, il fallait que je vous éclaire un petit peu parce que comme cette étude date, on n'avait pas du tout les mêmes seuils pour définir le surpoids et l'obésité, les enfants à risque. Donc cette courbe, vous la reconnaissez, c'est la courbe d'IMC. Alors je ne sais pas... Oui, j'ai la flèche. Donc, vous voyez que, donc je vais la décrire actuellement. Hein, donc, vous voyez que les enfants sont situés entre le 3e et le 97e percentile. Ça, c'est les courbes de référence françaises. Et depuis 2000, s'est ajoutée cette courbe en pointillé IOTF 25 et IOTF 30 qui définit maintenant le surpoids de l'enfant entre l'IOTF 25 et l'IOTF 30 et l'obésité au-dessus de l'IOTF 30. Donc, et depuis 2018, pardon, on a supprimé ces courbes de percentiles dans les nouveaux carnets de la santé. Vous n'avez plus que les courbes IOTF parce qu'il y a aussi des courbes d'IOTF qui sont apparues pour l'insuffisance pondérale. Et on n'a plus du tout les percentiles et on a 25, 30 et même 35 puisque maintenant, depuis 2012, il y a la courbe IOTF 35 qui définit l'obésité sévère. Donc, actuellement, on parle de surpoids quand on est situé entre le 25, l'IOTF 25 et l'IOTF 30 et d'obésité quand on est au-dessus de l'IOTF 30. Quand on avait fait l'étude, cet IOTF n'existait pas. Et donc, on parlait d'enfants à risque. Donc, vous voyez, on tapait beaucoup plus bas. Quand on avait des enfants qui étaient situés entre le 75e et le 90e percentile. De surpoids, quand on était situé entre le 97e percentile et le 97e percentile. Et d'obésité quand on était au-dessus du 97e percentile. Donc, vous voyez que l'obésité maintenant est beaucoup plus haute, ce qui peut expliquer des chiffres de prévalence qui ont changé à ce moment-là. Et donc, pour que vous compreniez bien, quand on parle de surcharge pondérale ou en général de surpoids globalement, c'est tout ce qui est au-dessus du 90e percentile. Donc, j'emploie surcharge pondérale, c'est-à-dire je reprends le surpoids et l'obésité. Voilà. Donc, les enfants dont recevaient un carnet d'enquête alimentaire, on avait essayé de faire, et ça c'est grâce à la CPAM qui nous avait permis de travailler avec leurs professionnels de communication. On avait fait ce carnet d'enquête alimentaire où on avait donné un exemple, on voulait bien sûr les quantités, et donc sur 3 jours de recueil. C'était, ça c'est les renseignements donc, concernant les enfants, donc avec les antécédents. Donc on demandait les antécédents néonataux, est-ce qu'avec le terme de la naissance, poids de naissance, stade de naissance, la durée de la grossesse. Et donc aussi, on demandait aux familles de remplir la composition de la famille avec les frères et sœurs. C'était bien sûr du déclaratif, hein, savoir le poids actuel et la taille actuelle. On demandait la même chose pour les parents et aussi pour les grands-parents, savoir s'ils étaient en obésité, s'ils présentaient un diabète, une hypertension artérielle ou un cholestérol élevé. Et en même temps, donc, le jour de la visite, on avait ces fiches pour remplir le poids, la taille. On avait pris aussi le tour de taille et le tour de hanche, dont qu'on n'a pas pu trop exploiter puisque c'est vraiment dépendant de la personne qui fait cet examen. Et si ce n'est pas fait par la même personne, ça n'a pas trop de sens. Alors, les interventions éducatives, donc, c'est sur l'alimentation. Les objectifs généraux de ces interventions, c'était de permettre aux enfants de connaître le code couleur des groupes d'aliments et de savoir relier chaque aliment à son groupe. C'était aussi qu'ils connaissent le rôle des groupes d'aliments, mais aussi qu'ils sachent équilibrer à peu près les 3 repas de la journée, le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir, mais aussi le goûter. Tout ça en se servant des codes couleurs, parce que c'est un outil très facile à cet âge-là et ils comprennent tout à fait bien. Donc, on avait des paniers de couleurs hein, où on avait des aliments factices et on leur demandait de savoir trier, hein, de savoir remettre chaque aliment dans chaque panier de couleurs. Ensuite, connaître le rôle des différents groupes d'aliments. On avait des affiches, mais aussi on avait un chevalet où on avait des photos pour leur expliquer à quoi servait le lait, que c'était pour les os. Enfin, on simplifiait. Il faut se rappeler que c'était des enfants quand même très jeunes. Mais bon, les messages passaient bien. Concernant le petit déjeuner, voilà, on avait fait aussi une affiche pour savoir composer un petit déjeuner avec chaque groupe d'aliments indispensables.
Concernant le goûter, on leur demandait de composer des goûters équilibrés avec le plus souvent un produit laitier accompagné d'un fruit ou d'un féculent et de temps en temps un produit sucré. On avait fait aussi un atelier On fait les courses dont l'objectif était d'acquérir des connaissances sur l'équilibre du repas de midi et du soir. Donc, les enfants faisaient les courses dans les différents paniers et ensuite composaient un plateau qui était marqué, comme vous voyez à gauche, où ils devaient mettre chaque aliment qu'ils avaient choisi pour composer un repas équilibré. Concernant l'activité physique, il y avait aussi des ateliers, des objectifs généraux qui étaient d'assimiler les groupes d'aliments tout en se dépensant, d'expliquer aussi l'importance de la pratique d'activité physique au quotidien, que les enfants comprennent qu'à leur âge, il fallait bouger en permanence, d'expliquer aussi les facteurs de sédentarité, l'intérêt de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, la télévision, les jeux vidéo, mais aussi de parler de la réhydratation du corps et quand on était fatigué, qu'on avait besoin de boire, qu'il fallait boire la seule boisson indispensable qui était l'eau. Donc là, vous avez des petites photos, en fait, où on voit on mettait, pareil pour les arceaux, on mettait les couleurs des groupes d'aliments, on leur faisait faire des parcours de santé où ils devaient savoir trier les aliments du petit déjeuner tout en bougeant, tout en passant sous les cerceaux. On avait fait même aussi une comptine qui s'appelle la comptine des paniers, où les enfants chantaient dans chaque couleur de panier les aliments qu'on y trouvait, et donc ils devaient tout en dansant trier les aliments dans les paniers. Il y avait aussi le pays des lapins où ils devaient arriver à composer un repas équilibré sur une journée, les 2 repas en fait sur la journée, et se dépenser tout en mimant. Donc ça, c'était les plaquettes informatives qu'on leur donnait. Donc, une plaquette sur bien se nourrir, c'était une page où on leur montrait globalement ce que c'était qu'une alimentation équilibrée. Une plaquette sur prévenir, dépister et traiter l'obésité chez l'enfant et l'adolescent, où on donnait quelques chiffres de prévalence, on expliquait l'importance, notamment que le fait d'être en surpoids, en obésité, était un risque plus tard de le rester. Et il y avait une plaquette sur l'activité physique, alors que je n'ai pas retrouvée, je suis désolée, où on expliquait aussi l'intérêt de bouger, le nombre d'heures, les recommandations qu'il y avait à ce moment-là, et le fait qu'il fallait surtout éviter à cet âge-là de regarder les écrans. Donc, si on revient à notre étude épipois et qu'on décrit en fait la population étudiée, on avait sollicité au départ 3736 enfants pour l'étude. On avait, parce qu'il y avait un consentement à signer, on a eu une participation de 51%, soit 1910 enfants qui avaient signé ce consentement. Donc, vous voyez qu'on en a quand même pas mal perdu. Et après, il fallait que ces enfants, bien sûr, viennent à la visite médicale. Et sur ces 1910, il n'en restait plus que 1780, ce qui restait quand même un chiffre correct pour faire des études statistiques. Donc, la moyenne d'âge de ces enfants était de 3,9, plus ou moins 0,4. Et on avait 69% qui étaient en milieu urbain et 16,5% qui étaient en zone d'éducation prioritaire. Donc, si on reprend les chiffres de prévalence, donc c'est ce qui nous a intéressé dès le début, si on reprend les références qu'on avait à cette période, vous vous rappelez, à risque 75e percentile, surpoids 90e percentile et obésité, surpoids, pardon, oui, c'est ça, 90e percentile et obésité 97e percentile, on se retrouvait à l'âge de 4 ans avec 9,1% de surcharge pondérale qui intègre le surpoids et l'obésité, dont 3,8% d'obésité. Si on reprend ces données en appliquant les chiffres IOTF dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr, on en a moins, donc on se retrouve avec 6,9% de surcharge pondérale, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de l'IOTF 25, dont 1,8% d'obésité. Quand on regardait au niveau des associations significatives entre le sexe et la surcharge pondérale à 4 ans, on avait beaucoup plus de filles et de façon significative qui étaient en surcharge pondérale à cet âge-là, 11,2% contre 7% de garçons. Alors, les antécédents familiaux, on les a analysés et ça a été assez intéressant de rechercher les facteurs de risque qu'on retrouvait à cet âge-là. Donc, on se rendait compte qu'il y avait des relations significatives, des associations, quand le père était en surcharge pondérale, quand la mère était en surcharge pondérale,
et un odds ratio encore plus élevé quand les 2 parents étaient en surcharge pondérale. Donc à cet âge-là, savoir si un, 2 ou les 2 parents sont en surcharge pondérale, c'est très important. Quand on regardait les grands-parents, donc on s'est rendu compte de façon surprenante qu'il y avait aussi une association significative quand il y avait un grand-parent diabétique et quand il y en avait, voire qu'il y en ait plus de 2 grands-parents diabétiques. De la même façon, le fait d'avoir plus de deux ou plus de 2 grands-parents obèses était aussi retrouvé positif et corrélé. Concernant les antécédents personnels, les seules choses qu'on a retrouvées, mais c'est intéressant et ça a été publié, hein, c'est qu'on avait une corrélation très significative. Quand l'enfant était déjà à 9 mois en surcharge pondérale, il y a un odds ratio qui était déjà élevé. Quand il était à 24 mois, encore plus élevé. Et quand il est les 2, encore plus élevé. Donc ça veut dire que dès qu'on a, ces courbes d'IMC sont vraiment très très importantes à tracer. Et dès le plus jeune âge, il ne faut pas penser qu'il faut les tracer après 2 ans, hein, mais dès le plus jeune âge, puisque maintenant, depuis 2018, cette courbe d'IMC, avant, elle commençait à partir de l'âge de 1 an, et maintenant, ils ont lissé et elle commence à partir de l'âge de 0. Donc, ces courbes d'IMC, il faut les faire dès le début. Si on regarde l'alimentation, une description générale de l'alimentation de l'ensemble de ces enfants, on se rendait compte que ces enfants avaient des apports insuffisants en sucre complexe. 100% des enfants ne mangeaient pas assez de féculents et qu'au petit déjeuner, 30%, un tiers pratiquement, avaient un petit déjeuner insuffisant et 67%, donc 2 tiers, un repas de midi insuffisant. Concernant les apports excessifs, on trouvait 75% d'enfants qui mangeaient trop de protéines dès cet âge-là et 100% d'enfants qui mangeaient déjà trop de sucre rapide. On retrouvait un grignotage important dans à peu près 3/4 des cas, 70% des cas. On n'a pas retrouvé d'association entre l'alimentation et la surcharge pondérale, notamment chez les filles. On a été très étonnés. Par contre, on a trouvé des associations chez les garçons en surcharge pondérale avec des apports significativement plus importants au niveau de l'énergie. Les garçons en surpoids avaient 1505 calories versus 1399 quand ils ne l'étaient pas, et plus de lipides, donc 59 grammes contre 54 grammes, et ce de façon significative. Concernant l'activité physique et les écrans, 2,4% des enfants n'avaient jamais regardé la télévision et déjà à cette période-là, on voit que les écrans commençaient à être un fléau. Donc c'est vrai que normalement, dans les recommandations actuelles, en dessous de 3 ans, hein, on ne dit pas d'écran du tout. Et 27,5% la regardaient de façon importante, plus d'1 heure par jour. On avait une association positive entre la surcharge pondérale à 4 ans et le fait de regarder la télévision plus d'1 heure par jour chez les filles et chez les garçons, de façon un peu plus importante chez les garçons. Et une association positive entre la surcharge pondérale à 4 ans et la pratique d'activité physique encadrée. Alors ça nous a beaucoup étonné chez les filles, donc seulement. Donc les filles qui avaient qui étaient en surpoids faisaient plus d'activité physique et on s'était expliqué un peu ça en se disant que peut-être les parents, voyant ça, leur faisaient pratiquer plus d'activité physique pour essayer de leur faire perdre du poids, mais ça nous a un peu surpris. Alors, si on regarde les fameux 3 groupes, au niveau de la prévalence de la surcharge pondérale, donc tout ce qui est au-dessus du 90e percentile, en début et fin d'étude, on voit que en début d'étude, il n'y avait pas de différence significative dans les 3 groupes, donc c'est ce qu'on attendait, on a été bien contents. Et en fin d'étude, par contre, sort des différences significatives, pas entre le groupe 1 et 2, mais par contre entre le groupe 1 et 3, c'est-à-dire le groupe dépistage et le groupe contrôle, et entre le groupe 2 et 3, le groupe dépistage et le groupe contrôle. Donc, la prévalence de la surcharge pondérale en fin d'étude est significativement plus importante dans le groupe témoin que dans le groupe épipoids. Déjà, cela nous avait rassurés. Si on décortique un peu mieux et qu'on essaye de voir les écoles en éducation prioritaire et les écoles non en éducation prioritaire, on reprend nos 3 groupes, épipoids 1, épipoids 2 et les témoins, et on se rend compte qu'à la fin de l'étude, en fait, on a une prévalence qui est différente entre le groupe 1
de façon significative et le groupe contrôle, et le groupe 2 et le groupe contrôle. Donc, ça ne nous étonnait pas. Par contre, on ne retrouve rien dans les écoles non ZEP, il n'y a pas de différence significative. Donc, on a l'impression que cette prévalence, elle a été accentuée surtout par les écoles ZEP. Ensuite, on a essayé de voir les différences entre l'évolution de l'IMC en delta Z-score. Le Z-score, en fait, c'est l'équivalent de la déviation standard. Hein. C'est la montée, finalement, en déviation standard. On utilise le Z-score parce que c'est en percentile. Et donc, dans les écoles ZEP, donc entre le début et la fin, dans le groupe épipoids 1, donc on voit qu'il y a une montée de 0,35 de Z-score d'IMC, épipoids 2, 0,50, donc il y a plus d'augmentation dans l'endroit où il y a de l'éducation. Et les témoins, de façon beaucoup plus significative, ça augmente de 1,35, donc c'est beaucoup plus élevé. Et donc là, on a une différence significative, bien sûr, entre épipoids 1 et les témoins, épipoids 2 et les témoins. Hein, donc, non, pardon, on a une différence significative uniquement, excusez-moi, entre, si, c'est ça, entre épipoids 1 et le contrôle, et épipoids 2 et le contrôle. Par contre, dans les écoles non ZEP, donc on voit que dans le groupe 1, le Z-score monte de 0,39. Dans le groupe 2, il monte beaucoup moins, de 0,22. Et dans le groupe 3, il monte de 0,41. Et donc, il y a une différence significative entre le groupe 2 et le contrôle. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les interventions associant un dépistage et une orientation vers une prise en charge, elles semblent être utiles pour prévenir la surcharge pondérale chez les jeunes enfants dans les zones défavorisées, puisqu'on se rend compte que dans les écoles ZEP, la différence est moins importante dans épipoids 1 que dans épipoids 2, alors que pour les enfants qui sont scolarisés dans les zones non défavorisées, c'est les interventions renforcées qui intègrent en plus la composante éducative semblent être bénéfiques, comme si les enfants qui étaient en école non ZEP s'accaparaient de façon plus importante l'éducation et la mettaient en application. Donc finalement, la conclusion de l'étude et les retombées, c'est que finalement, grâce à cette étude, on a pu voir qu'il y avait des facteurs de risque précoces du surpoids et de l'obésité, que les antécédents familiaux jouaient, notamment l'obésité et le diabète chez les parents et chez les grands-parents, et que chez les enfants, tracer la courbe dès le plus jeune âge d'IMC était très importante parce que si on se retrouve déjà en situation d'obésité à 9 mois, il y a de forts risques que ça continue à monter. Sachant que les habitudes de vie à cet âge-là ont un rôle important puisqu'on voit autant pour l'alimentation que pour l'activité physique, dès 3-4 ans, les enfants déjà commencent à regarder plus la télé, ont déjà une alimentation qui est déséquilibrée. Donc, cette étude épipoids, elle a été reprise par la CPAM de Midi-Pyrénées et déclinée dans différents endroits de Midi-Pyrénées, donc bien sûr sur Toulouse. Et donc, c'était très intéressant parce qu'on allait former les équipes locales qui allaient s'occuper. Donc, c'était Manger, Bouger, c'est notre projet, je crois. Et donc, ils faisaient dans des quartiers de Toulouse, mais ils l'ont fait aussi à Saint-Gaudens, ils l'ont fait à Cahors. Donc, j'ai pas repris tous les endroits. Ils l'ont fait pendant plusieurs années et vraiment, c'était la déclinaison des épipoids où ils prenaient quelques écoles locales et il y avait tout ce dynamisme, toutes ces actions qui avaient lieu dans les écoles. Il y avait les médecins qui étaient formés localement et le dépistage. Donc, par tâche d'huile, progressivement, sur plusieurs années, l'étude des épipoids s'est répandue et c'était intéressant de voir que ça avait semé des petits, comme on dit. Ensuite, on s'était dit que c'était quand même dommage de s'arrêter là et on a voulu se dire que c'était intéressant de faire profiter les écoles maternelles des actions qu'on avait menées, qui avaient été bien comprises et bien intégrées par les enfants. Et on a donc développé le projet Fourchette Marelle, c'était vers 2007-2008, où on a distribué une mallette pédagogique qui comprenait toutes les affiches, les petits livrets. Et aussi, on avait un disque, un CD où il y avait tout un tas d'actions éducatives à cet âge-là qui était possible de décliner, qui avait été travaillé en Lorraine et c'était un CD où il y avait de multiples actions proposées. Alors, si on veut discuter, en fait, au vu de la littérature, donc, on se rend compte que cette étude épipoids est un éclairage supplémentaire sur l'intérêt d'un dépistage précoce en milieu scolaire dans la prévention de l'obésité infantile.
qu'on se rend compte vraiment qu'il y a vraiment, c'est vraiment important d'impliquer de façon forte les parents parce qu'ils jouent un rôle majeur, mais aussi les enseignants aussi dans tout ce qui sont les actions éducatives, mais aussi les médecins, puisque les médecins, je ne vous l'ai pas dit, mais dans cette étude, on avait formé tous les médecins, on avait fait une formation à plusieurs reprises pour donner justement, expliquer l'importance de leur expliquer cette étude d'abord, mais aussi reprendre l'importance de tracer la courbe et de suivre ces enfants de façon régulière. Donc, c'était, bien sûr, tous les médecins n'étaient pas venus, on avait eu à peu près 10% de participation. Mais l'idée, c'était par tâche d'huile, de former tous les professionnels qui peuvent vraiment s'impliquer dans la prise en charge de l'obésité. Et en même temps, on sait qu'à 3-5 ans, l'âge de 3-5 ans, c'est une période de développement des fonctions exécutives et que les interventions améliorant le lien parent-enfant offrent de multiples bénéfices à cet âge-là. Donc, dans la discussion, j'avais refait une revue de la littérature qui montrait que les interventions à l'école, qui ciblent elles ciblent l'alimentation et l'activité physique, elles intègrent aussi les parents, parce qu'il y a quand même pas mal de liens dans les petites écoles avec les parents, et l'entourage scolaire et périscolaire, et que impliquer les parents dans les programmes scolaires, ça semblait beaucoup plus efficace pour améliorer l'IMC de l'enfant. Et effectivement, dans Epipois, il y avait des réunions de parents pour expliquer cette étude. On avait mis des affiches dans toutes les écoles. Donc, ce qui était compliqué, c'est que les parents viennent. Là aussi, c'est toujours difficile. Et c'est vrai qu'on avait fait beaucoup d'interventions avec souvent très peu de parents. Hein, donc, c'était ça qui était un peu le frein. Et donc, dans cette étude, plusieurs actions avaient été menées dans les écoles, a montré qu'il y avait plusieurs actions déjà qui avaient été menées dans les écoles. Hein, ça a été fait aussi pareil chez nous, hein, avec suppression des machines qui contenaient des boissons sucrées, des aliments gras, des aliments sucrés et salés. Là, il y a quand même un effort qui a été fait au niveau des repas scolaires visant à diminuer les produits gras, puisqu'il y a une charte là-dessus. Il y a aussi la mise en place de petits déjeuners pour les enfants qui arrivent très tôt le matin. Hein. On a mis aussi en place des fontaines d'eau. Les écoles essayent d'acheter des équipements sportifs, d'avoir des stades plus disponibles, donc il y a plus d'activités sportives à l'école. Et dans cette étude-là, c'était une revue de la littérature, il y avait aussi des sessions qui avaient été mises en place après l'école d'activité physique qui étaient très bénéfiques pour améliorer l'IMC de ces enfants. Une autre revue systématique qui reprenait 43 interventions montrait que ces interventions multicomposantes et multiprofessionnelles avec l'engagement des parents, donc on voit que les parents sont indispensables, avaient plus de chances d'être efficaces pour aider l'enfant à maintenir ou à améliorer son poids. Donc, la parentalité, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que les parents montrent le modèle alimentaire parental, parce qu'il faut les soutenir. Et donc, c'est là que c'est important, tout ce qui est diversification alimentaire, la consultation chez le pédiatre ou le médecin généraliste, de passer du temps à ces consultations pour expliquer cette diversification, pour que les parents mettent en place, dès le plus jeune âge, une alimentation saine. Il faut aussi leur expliquer l'importance de faire de l'activité physique. C'est important qu'il y ait un temps d'activité physique structurée avec les parents, parce que les parents ont aussi, de nombreuses études ont montré que les parents qui bougeaient, les enfants bougeaient d'autant plus, et ça reste aussi le modèle. Et aussi, ce qui est ressorti, qui ressort dans toutes les études, c'est le style parentaux. Vous savez qu'il y a 4 styles parentaux éducatifs. Hein. Il y a le style permissif, le style négligent, le style autoritaire et le style démocratique. Et dans l'obésité, dans tout ce qui est maladie chronique, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est le style autoritaire et le style permissif. Hein. Et c'est des enfants qui n'ont pas, il n'y a pas de communication. Donc le style autoritaire, c'est fais pas ci, fais pas ça. Le style permissif, oui, je te laisse faire ça. Il n'y a pas vraiment de cadre institué par les parents. Or, les enfants ont besoin d'un cadre, mais ils ont besoin de discuter avec les parents sur pourquoi ils ne peuvent pas prendre ça, pourquoi on leur permet de se resservir un peu. Il faut qu'il y ait vraiment ce lien de discussion, puisque le style autoritaire favorise le grignotage en cachette, puisqu'on leur interdit, donc ils le font bien sûr en cachette. Donc, ces styles éducatifs, c'est vraiment publié dans toutes les études depuis de nombreuses années. Ça joue un rôle majeur et d'ailleurs, à l'hôpital, on fait un atelier sur ces styles éducatifs pour faire prendre conscience aux
parents de l'importance qu'ils ont dans l'éducation de leurs enfants, notamment pour l'alimentation et l'activité physique et l'éducation. La qualité émotionnelle est très importante puisque la qualité émotionnelle des relations entre les parents et les nourrissons impacte le risque d'obésité, et ça dès le plus jeune âge. Et l'étude suivante montrait que sur 500 parents d'enfants entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, l'attachement insécure des parents vis-à-vis de leur enfant était associé à de faibles stratégies de régulation émotionnelle en réponse aux émotions négatives de leur enfant, à peu de prise de repas structurés, plus de télévision et une alimentation de mauvaise qualité. Donc, c'est des enfants qui, quand ils ont des émotions, ont du mal à les réguler, et parce qu'ils ont un modèle qui n'est pas adapté, vont se jeter sur l'alimentation ou vont être très sédentaires. Le sommeil est également très important, et donc ça doit être travaillé tôt, dès la petite enfance, et dès l'âge de l'école maternelle, avec les siestes respectées, hein, puisqu'on montre, une méta-analyse montre que pour chaque heure de sommeil en plus, le risque de surpoids et d'obésité est diminué en moyenne de 9% pour les enfants de moins de 10 ans. Donc, en conclusion, on peut dire que les habitudes de vie et l'environnement familial ne font qu'accentuer la prédisposition génétique de l'obésité. Je n'ai pas bien sûr parlé de la génétique, mais on sait que la génétique joue un rôle fondamental dans l'obésité, mais que tout ce qui est habitude de vie, environnement, accentue justement cette génétique. Il y a tout ce qui est épigénétique aussi qui aggrave l'obésité. La prévention, on sait qu'elle commence dès le plus jeune âge, et même elle commence avant que l'enfant ne naisse, dès que la femme est en âge de procréer, que l'acquisition des compétences et des habitudes de vie saines sont transmises par les parents dès le plus jeune âge. Et donc là aussi, je n'ai pas parlé du papa, mais il y a de nombreuses études qui montrent l'importance du papa, et c'est vrai que maintenant les pères s'impliquent beaucoup dans l'éducation, et que la prévention, elle doit être vraiment ultra précoce et centrée très tôt sur les parents. La suite de la conclusion, c'est que le médecin traitant, il a une place de choix, le médecin traitant ou le pédiatre. Pourquoi? Parce qu'il a une vision longitudinale de toute la famille. Il connaît les facteurs de risque familiaux, notamment s'il y a du diabète, s'il y a de l'obésité. Il connaît les facteurs de risque environnementaux. Il peut agir à toutes les périodes de la vie, puisqu'il voit cet enfant qui est devenu grand, qui est devenu une maman, et enfin, si bien sûr il n'y a pas de déménagement, hein. Donc il a tout ce suivi. Et donc ça montre bien qu'il faut former les soignants, et il faut les former, il faut aussi leur donner les outils de dépistage indispensables, leur apprendre à tracer ces courbes d'IMC, parce qu'il ne suffit pas de calculer l'IMC, mais il faut le mettre sur la courbe et tracer la courbe d'IMC. Quand j'ai repris la courbe du IMC, je ne vous ai pas parlé de ce fameux rebond d'adiposité, je pense que vous connaissez tous, qui normalement est situé à 5-6 ans, et on sait que les enfants qui sont en surpoids, en obésité, ont ce rebond précoce qui apparaît le plus souvent avant 4 ans, et le plus souvent autour de 2 ans. Donc ces courbes sont vraiment indispensables pour le dépistage précoce et la prise en charge précoce. On vient de voir que les programmes de prévention scolaire sont efficaces, mais à condition qu'ils soient précoces, qu'on les commence tôt, hein. J'avais repris tout un tas d'études, et vraiment on montrait que c'était ce qui était fait dans le jeune âge qui marchait, qu'ils soient suffisamment longs, et on parle de au moins une année de programme, hein, même plus d'une année de programme, hein, justement, qui est justement une implication de toute l'école, qu'il agisse sur l'amélioration de l'alimentation et l'augmentation de l'activité physique, mais aussi que les parents soient impliqués dans ces programmes, et là aussi, sachant que les parents ont une place centrale, et donc ils ont un rôle primordial, qu'ils s'en ressaisissent pour l'amener à la maison. Donc, je finis sur ce schéma que j'avais déjà présenté une fois, pour montrer que le médecin traitant, il agit déjà sur la vie adulte, il surveille l'IMC des adultes, et il voit justement tout ce qui est vie saine. Dès qu'il y a la grossesse, bien sûr, l'obstétricien a un rôle important, puisque vous savez qu'il y a la période des 1000 jours, ou la prise de poids pendant la grossesse. Le diabète gestationnel joue un rôle majeur déjà pour le risque de l'enfant de devenir en situation d'obésité si cette prise de poids est importante, et s'il y a un diabète gestationnel, s'il y a aussi si la maman fume pendant la grossesse.
Ensuite, on sait que cette période de 0 2 ans, elle a un rôle fondamental avec l'allaitement, la diversification qui est très importante. Il faut vraiment passer du temps pour expliquer aux parents les quantités qu'on explique aux parents, parce que là aussi, on a vu que dans l'étude EpiPois, beaucoup d'enfants avaient trop de protéines, et ça, on sait que ça commence souvent très tôt. Le style est parental, le style éducatif. Alors, encore hier en consultation, j'avais une maman qui avait les larmes aux yeux parce que l'enfant de 2 ans s'opposait. Elle me disait, mais c'est normal, docteur, d'habitude, il est tout gentil, il dit bouge pas, et là maintenant, il s'affirme. Ben, je lui dis, c'est qu'il est en bonne santé. Donc, c'est très important d'accompagner les parents sur cette éducation, mais aussi la relation parent-enfant avec cette période d'attachement dans les 0 2 ans qui est primordiale pour justement gérer ses émotions, qui ont vraiment un rôle sur la zone cérébrale qui est la zone de récompense avec le système dopaminergique. Ensuite, je continue dans l'enfance, donc on arrive à la maternelle, donc continue à faire des repas en famille. On retrouve de plus en plus des repas déstructurés. Montrer, être le modèle en tant que parent qu'il faut marcher, qu'il faut éviter de prendre les ascenseurs, d'éviter de prendre la voiture, qu'il faut bouger, faire du sport en famille, aller faire des balades, limiter le temps d'écran, et ça c'est devenu une catastrophe parce qu'on se retrouve avec le minimum, c'est 3-4 heures par jour d'écran en période scolaire. Donc, et dès le plus jeune âge, moi je vois souvent les enfants, les parents qui donnent aux enfants en consultation le téléphone pour qu'ils se calment. Donc, et les enfants, ils sont complètement émerveillés. Donc, en sachant que les études ont montré que ces écrans, quand on demande aux enfants de dessiner à ceux qui ont beaucoup regardé les écrans par rapport à ceux qui n'ont pas regardé les écrans, on se rend compte que vraiment, il y a déjà des troubles des apprentissages qui commencent. Donc, vraiment, cadrer le temps d'écran, équilibrer l'alimentation, travailler toujours sur le style parental et la relation parent-enfant. Et à l'adolescence, il faut continuer, c'est la même chose. Et en plus, on peut rajouter à cette adolescence et travailler sur les portions, parce que c'est là où il y a souvent des portions importantes, où les adolescents mangent entre eux. Limiter les boissons sucrées qui apparaissent. Si elles ne sont pas apparues à la maison, elles apparaissent en extérieur. Et il y a aussi cette période de transition où l'adolescent va devenir adulte, et donc là aussi, souvent, il devient étudiant. C'est là qu'on sait qu'à l'âge étudiant, les enfants prennent beaucoup de poids. Il y a l'alcool aussi qui rentre en ligne de compte. Ils se mettent à boire, et aussi, ils ont du mal à maintenir l'activité sportive et l'activité physique qu'ils faisaient avec leurs études. Donc, vous voyez que tout ce cycle, à tout moment, on a un rôle, qu'on soit soignant, qu'on soit parent, on a un rôle pour aider les enfants à prendre en charge leur vie quotidienne. Et je finis sur cette diapositive pour montrer en fait l'évolution. Donc, je vous ai dit, EpiPois, c'était 2002-2003. C'était un travail de relation entre l'hôpital, l'INSERM, l'unité de santé publique, mais aussi tout ce qui était PMI, médecine scolaire, école maternelle, parents, famille, médecins traitants. Donc, on voyait qu'il y avait tout un maillage qui était en train de se former. Ça a débouché en 2003 sur la création du REPOP, le réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, qui est vraiment un maillage territorial justement pour arriver à prendre en charge, à dépister le plus tôt possible. Donc, on continue à faire beaucoup de formations et à mettre en place, à éduquer, à mettre en place des dispositifs de sport pour les enfants qui ont des obésités plus sévères avec des activités physiques adaptées. Ensuite, on a poursuivi l'étude EpiPois par la distribution de mallettes pédagogiques avec fourchette et marelle. Et maintenant, après, il y a eu la création du CSO, du Centre spécialisé obésité, qui est vraiment rattaché à l'hôpital. Et ce centre spécialisé obésité vient de démarrer l'étude Obépédia, qui est une étude d'expérimentation sur les obésités sévères, mais que je vous ai mis là parce que cette étude Obépédia, c'est travailler en lien avec la proximité, c'est prendre en charge l'enfant d'obésité sévère sur 2 ans avec une coordination hospitalière en lien avec une coordination de proximité, donc mettre en place différents partenaires autour de ces enfants qui sont en grande difficulté, des éducateurs,
éducateurs, diététiciennes. Donc, c'est valoriser ce temps de paramédical aussi et favoriser le lien entre les différents professionnels de proximité. Donc, ce coordinateur de proximité permet à tout le monde de se parler, mais organise des RCP entre l'hôpital et la ville. Donc, je trouve que c'était finalement, ça m'a fait réfléchir, on a maintenu ce réseau, hein, ce qui marche, c'est parce qu'on a des attitudes concertées pour les enfants, hein, et une prise en charge globale qui débute de façon précoce. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Je vais départager. Merci, Madame Jouret, pour cette présentation. Donc, nous arrivons à la deuxième partie de la matinale avec un temps consacré aux questions. Alors, peut-être pour commencer, quelqu'un dans le chat a posé la question. Je me suis moi-même fait la réflexion, mais je suppose que vous avez été nombreux dans ce cas. Comment on peut expliquer que la surcharge pondérale chez les filles n'est pas liée à l'alimentation? Si elle n'est pas liée à l'alimentation. Oui, alors ça, on se demande s'il n'y a pas eu des biais aussi. Ça c'est sûr que ça nous a beaucoup surpris, hein, parce que voilà, après, c'était des relevés sur 3 jours. Est-ce que ça reflétait? Donc, il y a toujours des biais dans ce type d'études, hein. Voilà, on l'a retrouvé chez le garçon, mais c'est vrai que là, on a été très étonnés. Oui, après, tout le monde n'avait pas rempli aussi son livret, hein, je ne vous ai pas mis les chiffres, mais voilà, je pense qu'il y a eu des biais dans cette étude parce que ce n'est pas du tout explicable. Ou alors, c'est des filles qui étaient beaucoup plus sédentaires, mais bon, c'est vrai que c'était très étonnant, ça nous a surpris aussi. Oui, parce que c'était du déclaratif. Donc, tout ça a été du déclaratif, bien sûr. Oui, Hein. voilà, Il y a c'est toujours ça. cette Donc, limite, hein, bien sûr, il y a toujours cette limite. D'accord. Donc, ce sont les biais, ces biais-là qui peuvent expliquer cette différence, alors qu'en réalité, est-ce qu'elle existe? Est-ce que vous l'observez? Oui, parce que en fait, le carnet d'enquête alimentaire, on faisait des études sur un carnet d'enquête alimentaire de 3 jours. Donc, voilà, ça reflétait peut-être quand on relève aussi, on fait beaucoup plus attention. Ça ne reflétait pas forcément l'alimentation quotidienne. Hein. Non, c'est sûr que les jeunes qui sont en situation d'obésité actuellement, les obésités précoces, c'est des enfants qui n'ont pas de rythme d'abord, qui mangent tout le temps en permanence. Souvent, on donne des biberons la nuit. Et c'est des enfants qui sont complètement sédentaires dès le plus jeune âge, qui sont devant les écrans, qui ne bougent pas du tout. Voilà, ça, on le retrouve systématiquement. C'est associé. Hein. C'est associé. D'accord. Mais la proportion de filles est la même que celle des garçons, vous voyez Alors, il y a peu d'études sur le sexe ratio, effectivement. On n'avait pas retrouvé, on avait recherché à cette période, et c'est vrai que depuis que je fais, j'ai jamais retrouvé de plus de filles de façon aussi significative que dans cette étude. Ouais. C'était très étonnant. Ouais. Parce que vous avez parlé d'ateliers qui ont lieu à l'hôpital, c'est dans le cadre… Ah non, les ateliers, les ateliers d'Épipois, là, c'était fait dans les écoles. C'était ça votre question? Non, vous avez évoqué des ateliers à l'hôpital, j'ai compris pour les parents et pour les styles. Alors, ça, c'est dans nos enfants, les enfants qui viennent en obésité, dans le service, ils viennent sur un programme d'éducation thérapeutique où il y a des ateliers, voilà, et on a un atelier, donc ils viennent par groupe de 4 d'âge homogène, et on a en fait un atelier que pour les parents où on fait la charte du parent aidant, on les fait réfléchir sur l'attitude à adopter avec un cas clinique qui était représentatif de plusieurs enfants. Donc, on avait fait ce travail sur 22 enfants et on avait créé un cas clinique qui est à partir des données des enfants et des parents. Et dans les programmes d'éducation thérapeutique, vous avez la même proportion de filles et de garçons? Alors, on a peut-être un peu plus de filles. Bon, mais ça aussi, c'est parce que l'obésité chez les garçons, c'est pas vu forcément de la même façon. Hein. Puis ça dépend des âges. C'est pas forcément. Puis après aussi, on a beaucoup plus d'obésité, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans les familles défavorisées. Donc, ça ne reflète pas forcément la réalité, quoi, ce qu'on a dans l'hôpital. D'accord. Et c'est un programme d'éducation thérapeutique qui démarre à quel âge? Alors, on commence à partir, on les commence tôt. Bon, après, il faut que les enfants, donc on les commence à partir de 5 ans. Donc, on a trois types créneaux d'âge. On a 5-7 ans, après on a 8-10 ans et après 11-15 ans.
D'accord. Et vous avez connaissance de programmes qui démarrent plus tôt, enfin, vous disiez aussi l'importance du repérage précoce et de la prise en charge. Oui, 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 oui. Est-ce que vous avez… Non, j'ai pas connaissance parce que nous, avant, on les faisait démarrer à 4 ans, mais après, il faut que les enfants puissent suivre aussi. Et puis, quand on les sépare de leurs parents, parce que dans ces ateliers, il y a des ateliers parents, des ateliers d'enfants, c'est un peu compliqué. Donc, mais c'est vrai que nous, quand on fait ces ateliers pour les petits, les 5-7 ans, on travaille beaucoup avec les parents et puis on a une éducatrice qui s'occupe des enfants pendant ce temps. Mais on leur fait travailler sur un set de table, mais parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, ils comprennent très, très bien. Et à la fin du programme, on leur demande de composer un set de table équilibré. Après, moi, je leur demande de m'expliquer leur repas équilibré. Et c'est vrai qu'ils font toujours très, très bien. Je suis toujours impressionnée de voir comme ils comprennent bien. Ces systèmes de couleurs, c'est très facile au niveau éducatif pour leur faire prendre conscience des groupes d'aliments. Oui, parce que vous parliez, alors, par rapport au programme EpiPod, il y a une question sur la fréquence des interventions dans les écoles. Oui. Ça se déroulait comment, en fait? Alors, il y avait à peu près trois interventions, parce que c'est loin tout ça, 3 interventions au niveau de diète et autant d'activités physiques. Donc, ça se déroulait sur 18 mois. Hein. Il y avait à peu près… donc, c'était du coup notre personnel qui était formé, qui faisait ces interventions, mais d'essayer de le faire avec aussi des professionnels de l'école pour justement que ça soit repris et qu'il y ait un continuum dans le projet de classe, quoi. Et c'était sur une classe en particulier, sur les grandes sections de maternelle? Ah non, mais ce que je vous ai montré, c'était les 3-4 ans. Hein, donc, on a fait des actions, on a pris les enfants à 3-4 ans et les ateliers étaient faits sur ces enfants à cet âge-là, c'est-à-dire très jeunes. Hein. Oui, Donc, donc c'était les petites, moyennes, moyennes. voilà, c'est ça, petites et moyennes Oui, sections, voilà. oui, d'accord. Il y a une autre question, pardon, sur la notion de participation des parents. Et oui, oui. Voilà, alors une personne dans le chat demande comment faire pour faire participer les parents. Alors, je rajouterais peut-être sans les stigmatiser. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que malheureusement, ceux qui venaient souvent aux réunions, le soir, ce n'était pas les parents qu'on attendait. Donc, voilà. Hein. Donc, je pense que s'il y a vraiment un projet d'école, donc ça, c'était un projet d'école, mais qui était un projet un peu collé par l'hôpital, ce n'était pas leur projet à l'école. Donc, je pense que s'il y a vraiment un projet d'école qui est annoncé, où on fait participer les parents dans ce projet, ça peut être intéressant. Je pense que l'idée, c'est de faire participer les parents qui soient impliqués, justement, dans un projet avec un continuum sur 1 voire 2 années. Je pense que ça, c'est une idée. En tout cas, dans la revue de la littérature, c'est ce qui montrait que vraiment, il fallait que les parents soient partie prenante dans les actions qui étaient mises en place. Oui, dans le programme que vous avez développé, les parents étaient associés dès le départ Alors non, dans ce programme-là, en fait, on expliquait cette étude, hein, on leur expliquait qu'on pouvait on leur expliquait l'étude, hein, donc qu'il y aurait des ateliers pour ceux qui avaient les ateliers, qu'ils recevraient des petites plaquettes pour ceux qui avaient le dépistage, si jamais il y avait un risque de surpoids ou d'obésité, qu'on leur demanderait d'aller voir le médecin traitant. Puis il y avait une petite lettre d'information qu'on donnait aux enfants qu'ils avaient dans le cartable pour informer les parents, mais les parents n'étaient pas associés à ce travail. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, d'impliquer les parents dans le projet, dans les actions menées, quoi. Parce que du coup, après, ils le reprennent aussi chez eux, parce que ce qui est intéressant, c'est que les parents, donc justement, nous, on avait donné une comptine des paniers à chaque enfant pour qu'il écoute, parce qu'on voulait, par l'intermédiaire de l'enfant, éclabousser un peu le parent pour que ça soit continué à la maison. Mais bon, après, ça dépend aussi des différents milieux. Donc, voilà. Donc, je pense que vraiment, ce qui peut aider, c'est que le parent soit impliqué dans les actions. Ouais. Oui, voilà, il y a une personne, une infirmière scolaire qui témoigne aussi de son expérience et qui nous dit qu'elle fait des interventions pour les CE2, puis au collège, mais que il y a d'une part un manque de temps pour réaliser ces interventions et puis le problème de l'intégration des parents C'est ça, ouais. et de leur participation.
mais même du fait de les inclure dès le départ, puisqu'on sait que voilà, sur les actions d'éducation pour la santé, intégrer les personnes dès le départ, ça augmente la participation et l'adhésion au projet. Oui, Voilà. bien sûr. Pas dans un premier temps. Une autre question de Madame Roulet, qui dit: ne peut-on pas inclure au programme scolaire ce projet de santé publique? Alors là, c'est la question de effectivement l'inclusion de l'éducation pour la santé dans les programmes scolaires, Donc, comme le faire d'autres pays. voilà, mais effectivement, l'équilibre alimentaire, c'est déjà inclus. Moi, j'avais fait partie, ça fait très longtemps, de tout de ce qu'on pouvait mettre, les groupes d'aliments, les couleurs. Ça, je sais que c'était travaillé en CE1, ça, j'ai plus suivi du coup en CE1, CE2. Je sais qu'ils retravaillent. Donc ça, la connaissance est émise. Mais c'est vrai que, par exemple, l'activité physique, bon, maintenant, ça commence un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas mis en place comme c'est mis en place dans certains pays, effectivement, hein, où ça fait vraiment partie de la scolarité, de faire du sport régulièrement tous les jours. Et encore, il y a des choses qui se sont quand même développées. Mais je suis D'ailleurs, vous parliez de la question des outils de dépistage, oui, donc, et en particulier de cette courbe. oui. Est-ce que vous, dans votre pratique, concrètement, les médecins ou les médecins généralistes le font? Justement, Et à partir de quand ils s'alarment de la prise de poids de l'enfant mais effectivement, là, vraiment, c'est vraiment le rôle du REPOP de faire des formations pour former les médecins. Et on parle aussi beaucoup du tour de taille, hein, parce que le tour de taille, ça permet d'évaluer la graisse abdominale, hein, qui est valable à partir de 3 ans. Et justement, de montrer les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, c'est très, très important. Donc, on leur explique qu'il faut suivre l'enfant, non serait-ce qu'avec cette courbe d'IMC, mais aussi avec le tour de taille. Et c'est vrai que les médecins, bon, maintenant, ça commence de plus en plus avec les recommandations de la HAS qui datent de 2011. Il y a les nouvelles recommandations qui vont sortir l'année prochaine, donc, auxquelles j'avais participé. Et vraiment, cette courbe d'IMC, elle est quand même mise maintenant dans toutes les études médicales. Ça se fait de plus en plus. Mais la tracer régulièrement, passer du temps, parce qu'il y a certains qui font le poids, la taille et qui calculent l'IMC, mais si on ne le met pas sur la courbe et si on ne trace pas la courbe, si on ne regarde pas ce fameux rebond d'adiposité, on peut passer à côté du dépistage précoce. Et on a encore, nous à l'hôpital, malheureusement, ce qu'on voit, c'est des enfants qui ont des obésités sévères. Et quand on retrace la courbe, on se dit, mais depuis le temps qu'ils auraient pu être dépistés. Mais après, c'est compliqué aussi, parce que c'est souvent des familles défavorisées. Ça veut dire que le dépistage ne suffit pas. Moi, je vois même à l'hôpital, ils ne viennent pas souvent en consultation. C'est très compliqué de les fidéliser. Et ça fait partie, on parle maintenant, l'obésité, c'est une maladie du cerveau. Hein. C'est des gens vraiment qui ont du mal dans les fonctions exécutives, qui ont du mal à programmer, à venir régulièrement. Depuis quelque temps, on se dit, bon, maintenant, on va attendre qu'ils appellent pour venir au programme d'éducation thérapeutique. Et ils ne le font pas, en fait. Si on ne les inscrit pas nous-mêmes, ils ne font pas la démarche d'appeler, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment tenir la main. Et puis, c'est le fait que ça soit concerté. C'est-à-dire un médecin tout seul ne peut pas s'en sortir pour prendre en charge un enfant en situation d'obésité. Il a besoin de tous les partenaires locaux. Tout le monde a son rôle. Ça, c'est vraiment important à dire, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la question culturelle et du rapport à l'alimentation, mais je suppose que vous, en tant que pédiatre, c'est quelque chose que vous observez aussi. Bien sûr. Et de la nécessité de s'intéresser à tous les déterminants de l'obésité et sur la culture d'origine. Tout à fait. À son importance. Je vois qu'il y a une autre question. C'est plutôt une remarque. Donc, c'est une diététicienne qui remarque que les enfants en consultation ont une courbe IMC vierge dans le carnet. Et alors, donc, avait la nécessité de réexpliquer aux parents, aux enfants. Voilà, et des médecins qui peuvent banaliser la question en disant ça se réglera tout seul avec le temps. Ça, c'est vrai, oui. Mais en même temps, on a souvent des courbes vierges, malheureusement, parce que maintenant, tous les médecins ont leur logiciel et ils ne retranscrivent pas le poids, la taille et l'IMC. Donc, nous, on est souvent très malheureux quand on voit les enfants pour la première fois parce qu'on n'a rien du tout dans le carnet de santé.
ils ne font pas l'effort de retranscrire ce qu'ils mettent dans leur logiciel. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le reflet, mais je suis d'accord avec vous. Hein. On a encore beaucoup de médecins qui suivent. Quand on voit les obésités qu'on voit, on se dit mais c'est pas possible qu'ils ne se soient pas alertés avant, quoi, qu'il n'ait rien dit. Quoi. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble que j'ai fait un petit peu le tour du chat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Madame Jouret. Je réfléchis, est-ce que je vous ai peut-être… Je refais le point sur le message. Alors oui, alors une question de Madame Roulet, toujours, qui demande s'il ne serait pas utile, comme pour les consultations de la CPM obligatoires, dès la petite enfance, de rendre obligatoire des consultations annuelles jusqu'à 10-12 ans. Mais ça, c'est sûr. Hein. Bon, après, l'obligation, c'est le côté autoritaire. Hein. On voit ce que ça donne, l'obligation actuellement. Hein. Donc, mais bien sûr, l'idéal, c'est de d'avoir un suivi régulier. On sait que c'est le suivi régulier qui fait que ça marche. Hein. Et de toute façon, ces enfants qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, nous, on leur demande d'aller voir le médecin traitant régulièrement tous les mois pour faire le point, pour que l'enfant aussi s'implique dans la démarche et pour qu'il y ait un dynamisme multidisciplinaire. Donc, bien sûr, c'est la régularité qui fait l'efficacité. Hein. Je suis d'accord. Alors, une remarque concernant les dépistages infirmiers. Donc, vous pouvez avoir des informations d'IMC dans la partie référente par catégorie d'âge, 3-4 ans par la PMI, 6 et 12 ans par l'éducation nationale. Oui, effectivement. Oui. Mais nous, on travaille beaucoup avec les infirmières scolaires qui souvent nous alertent hein, quand ils voient des enfants en situation d'obésité. On a vraiment un bon partenariat. Et c'est vrai on travaille de façon très resserrée avec la PMI et c'est vrai qu'ils sont débordés et maintenant, ils ne sont pas suffisamment en personnel. Et on se rend compte qu'il y a même certains départements où l'obésité ne fait pas partie des priorités. Et donc, c'est vrai que la formation, c'est toujours en permanence, tout le temps. Rien n'est acquis puisque le personnel se renouvelle. Hein, donc, c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est qu'il faut toujours prendre son bâton de pèlerin et continuer à former parce que c'est commencer tôt qui donne la réussite. Bon, s'il n'y a plus de questions, très bien. On va peut-être terminer par vous remercier beaucoup de votre participation. Merci à vous, hein, ça m'a donné l'occasion de me replonger dans cette étude. Spontanément, je n'y serais pas retournée. Et puis, je me suis dit que ça restait quelque chose aussi d'actualité, en fait. Et que tout ce dynamisme qu'on avait eu, c'est vrai qu'on part tous dans nos rayons. Et c'est vrai que ce côté de travailler ensemble et de préparer une étude comme ça avait été quelque chose de très intéressant et très, très, très porteur, en fait. Merci beaucoup. Pour terminer, je vous informe que la matinale ayant été enregistrée, elle sera disponible d'ici une quinzaine de jours sur le site du DRAPS, donc vous pourrez la revoir ou faire passer l'information à vos collègues qui n'auraient pas pu participer à cette présentation. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.